j'ai rien préparé à boire. Je reviens. Je vais vous préparer une petite boisson, un petit truc pour faire chin-chin. Hein. On a bien l'habitude de chin-chin. Alors, la boisson est prête. C'est bon, on peut faire chin-chin. À la vôtre. Petite tasse, je crois que je vous l'ai déjà présentée. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau, le premier point graphique. Wouh! Est-ce que vous êtes motivé comme moi je le suis? Je l'espère. Comme j'en avais parlé dans un précédent vlog, je vais essayer de faire mensuellement un point de mes lectures graphiques parce que je me suis mis à lire des BD. Là, ça va être que des BD. Du roman graphique, non. Des BD et du manga. Un manga. J'ai 13 lectures, mais il y a des sagas, donc il y en a, je vais vous présenter 3 ou 4 tomes en même temps. 13 lectures, donc ça va peut-être être long, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé de BD en plus sur la chaîne ou en général, même dans tous les cas, j'ai jamais parlé de BD ou quoi, donc je sais pas si je vais avoir le vocabulaire approprié, les mots justes pour en parler. Je vais essayer. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, si je me trompe sur certains mots concernant les planches, les dessins, etc. Je suis tout à fait novice, donc tout commentaire et toute critique est bonne à prendre et je suis ouvert à la discussion. Cela peut paraître fou parfois, mais soyez libre de venir me dire ce que vous pensez. Il n'y a aucun souci avec ça. Qu'est-ce qu'on a lu? On a lu un peu de tout. J'ai lu de l'enquête, du polar, j'ai lu du manga science-fictif, j'ai lu pas mal de LGBT, j'ai lu une espèce de biographie. Vraiment, j'ai ouvert mes chakras graphiques pour lire plein de trucs. Et franchement, je suis plutôt content parce que, à part une déception, j'ai un peu plus qu'une déception d'ailleurs, j'ai lu des trucs que j'ai beaucoup aimés. Majoritairement, c'est des emprunts. Il y a 3 achats et tout le reste, c'est de l'emprunt à la médiathèque de ma ville. Et j'ai tout aimé, sauf un truc. J'en ai déjà parlé sur Instagram, vous devez savoir de quoi je parle. Et on va commencer par ça tout de suite, comme ça sera fait. On arrache le pansement, chlac, on crie, ah! Et puis on parle de ce qu'on veut parler. Ce que je n'ai pas aimé, ce qui a été une déception sont... Oh bah alors là, il y a de la lumière, dis donc. Comment on fait? Comment vous faites? Ah, là. Les 3 premiers tomes de Heartstopper. Alors je crois que celui-là, ça doit être le tome 1. Celui-là, là, le tome 2. Et celui-là, le tome 3, écrit par Alice Oseman. Et c'est publié chez Hachette. Well. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman? Dans ces romans. C'est des BD, je ne sais pas si on appelle ça BD ou roman graphique, ça doit être des BD parce qu'il y a des cases. Dans cette BD, on va suivre Nick et Charlie, je crois. Donc c'est de la romance homosexuelle, MM, comme on dit, je crois, dans un lycée, avec une vision très américano-normée, j'ai envie de dire. L'autrice est britannique, je crois. Mais vraiment, si vous regardez des séries américaines, dans lesquels des personnages homosexuels sont impliqués, c'est exactement ce que vous retrouverez dans ces BD. Donc on va suivre 2 garçons qui se rencontrent, qui tombent amoureux. Et voilà. Et c'est compliqué parce qu'ils sont tous les 2 homosexuels. Enfin, c'est compliqué. C'est vite compliqué, hein, parce que elle nous fait croire que c'est un peu... Enfin, on nous dit que c'est compliqué dans le roman. Quand tu lis le roman, t'as pas du tout l'impression que c'est dur. Et c'est ça qui m'a gêné. C'est que c'est une vision, selon moi, beaucoup trop romancée de l'homosexualité. J'ai trouvé le tout très peu réaliste. Alors après, on m'a dit que ça ne se veut pas réaliste parce que c'est une romance et que c'est vraiment la lecture un peu réconfortante, qui fait du bien et qu'il ne faut pas chercher plus loin. Donc c'est sûr que si on s'en limite à ça, une lecture qui nous apporte pas grand-chose, à part peut-être un sentiment réconfortant, oui, ça peut faire le job, effectivement, ça m'a rien apporté. Ça m'a même plutôt fait grincer des dents parce que j'ai compté au total, donc dans les 3 tomes, 10 personnages homosexuels, lesbiens ou trans. C'est les trois sexualités que j'ai relevées en tout cas, sur peut-être 13 personnages. Voilà. Alors c'est très bien, je suis content qu'il y ait de la diversité dans les romans. Mais ce qui m'a gêné avec là, c'est que j'ai l'impression que c'est de la diversité, juste pour faire de la diversité juste pour vendre. On aura beau dire, c'est ce qui se passe avec plein de sujets, que ce soit l'homosexualité, le féminisme. Alors je dis pas qu'il faut ne pas le faire, qu'il faut arrêter de représenter, au contraire, non, c'est bien. Mais il faut que c'est un but. Par exemple, le personnage trans, donc c'est une femme trans,
Elle apparaît, je crois que c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3, je sais plus. On ne la voit presque, enfin on ne la voit pas du tout avant. Et on apprend que c'est l'amie du personnage principal. Et il la présente comme « Salut, elle s'appelle machin, elle est trans ». Et donc elle dit « Salut, je m'appelle machin, je suis trans. J'ai opéré ma transition l'année dernière. » Donc c'est bien, je me dis « Bon bah cool, on va nous parler de transgenre, de comment ça se passe, peut-être être dans sa tête ou quoi. » Non, non, non. Une page, on nous dit juste « Je m'appelle machin, je suis trans ». Et selon moi, ça n'aide pas, ça ne sert à rien, en fait. Tout simplement, je comprends pas le but, si ce n'est de dire qu'il y a un personnage trans dans la BD. Mais si on n'explique pas, si on nous en parle pas plus que ça, pourquoi faire? C'est le même débat que mettre une femme pour avoir la parité ou la mixité dans un roman. Ou un homme, d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme. Si c'est juste pour remplir une case, cocher une case dans le loto des identités, bah moi j'ai pas envie de ça. Donc voilà. Cette gratuité, ça m'a... Enfin, cette surreprésentation, non, pas, alors on va encore me tomber dessus si je dis surreprésentation, enfin, je dis me tomber dessus, personne n'est venu me voir pour me dire... Donc du coup, je trouve qu'il y a une surreprésentation dans ce roman, loin de la réalité, qui peut être bien pour ouvrir les horizons de quelqu'un qui lit ce roman, qui n'est pas au fait de tout ça, mais en tout cas, c'est pas du tout suffisant pour parler de ces différentes sexualités et de ces différentes orientations sexuelles. C'est vraiment même pas une porte d'entrée, c'est un trou de souris, et après, il faut faire bien plus derrière. Donc voilà. Et puis alors vraiment, alors là, c'était sur le côté homosexualité et orientation, etc., militantisme, que j'ai trouvé ça très moyen. Et après, alors par contre, sur le côté écriture ou quoi, là, je jette l'éponge. Disons que je pense pas du tout être le public concerné. Ça ne m'a pas plu, c'est de la romance, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus cucu selon moi. Alors, j'ai pas lu énormément de romances, mais j'en ai lu des bien meilleures que ça, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Là, c'est comme avec le loto des identités, on peut faire le loto de la romance. Une fois que j'ai lu 50 pages, j'ai deviné ce qui se passait dans les 3 tomes, limite, vraiment, tout est visible à l'avance, tout est facile avec ça. Et ce qui me pose problème, c'est que ça donne une vision un peu restrictive de l'homosexualité et que les personnages, on les connaît pas plus que ça. On sait pas grand chose sur eux, à part qu'il y en a un qui aime le rugby et l'autre qui fait de la musique et qui sont homosexuels. Et on les définit par leur sexualité, alors qu'on est tellement plus que notre sexualité et que moi, quand je me présente, je ne préviens pas que je suis homosexuel, par exemple. Je laisse le soin à mon interlocuteur de le deviner ou non, et puis de toute façon, que je le sois ou pas, ça ne va rien changer à notre discussion, mon discours aura autant de valeur. Moi, je n'aime pas ce principe de se définir par notre orientation sexuelle, et c'est ce qui est fait dans ces 3 tomes de romans, donc dans ces 3 BD selon moi, donc je n'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu La Guerre des Mondes de H.G. Wells chez Kiun Édition. Donc c'est écrit par Sai Ihara et Hitotsu Yokoshima. Je ne sais pas qui est au dessin, je ne sais pas qui est au scénario. Donc c'est un manga adapté du roman La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Je connaissais pas du tout La Guerre des Mondes, alors que c'est un des classiques de la science-fiction. Je crois que c'est même un des premiers romans de science-fiction qui parle d'entités extraterrestres, il me semble. Donc ça m'intriguait. En plus, je l'ai vu pas mal passer là pendant le mois d'avril. Alors j'ai bien aimé du coup découvrir cette histoire. Découvrir ces espèces de gros monstres tripodes, là, c'était sympa. Par contre, j'aime pas tellement le personnage principal, donc j'ai eu du mal à m'attacher, et on est vraiment presque uniquement avec lui dans tout le roman. Je l'ai trouvé un peu horrible avec sa femme, notamment. Donc ça m'a pas trop plu. Après, c'est joli, hein, c'est du dessin, comment dire, c'est du manga. C'était un des premiers mangas que je lis, je pense que j'ai pas dû lire beaucoup de mangas dans ma vie. Peut-être même le premier, je dirais. Et voilà, je lirai probablement la suite pour me faire une idée plus complète sur l'œuvre de H.G. Wells. Je sais pas, parce que c'est vraiment pas le genre de roman vers lequel je me tournerai, donc je me dis que le lire en manga, ça peut être une bonne alternative. Donc si ma médiathèque achète le tome 2, je le lirai probablement. Et dans la série, j'ai la flemme de lire les livres, donc du coup je lis les BD. J'ai donc lu La Princesse des Glaces, qui est le tome 1, et Le Tailleur de Pierre, qui est le tome 3. J'ai pas réussi à trouver le tome 2, donc je le lirai plus tard quand je l'aurai sous la main. Ce sont des enquêtes de Camilla Lackberg qui ont été mises en images par Léonie Bischoff et Olivier Bocquet chez Casterman. Et j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, j'ai lu le tout dernier tome de la série Erika Falk de Camilla Lackberg, donc, dont ces deux-là font partie. Et j'avais bien aimé, mais alors c'est vrai que les Camilla Lackberg, ils sont très très gros.
Et c'était une bonne lecture divertissante qui m'a plu, mais pas au point de relire les 12 précédents tomes, vous voyez. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient illustrés, je me suis dit, bah chouette, comme ça je vais pouvoir savoir un peu de quoi il en retourne, connaître un peu les enquêteurs, enfin l'enquêtrice je la connaissais parce que j'ai lu le dernier tome. Et cette ambiance dans une ville portuaire en Suède, c'est vrai que c'était très sympa, c'est très joli les dessins également, même très réaliste, et moi j'aime bien ce genre de dessin. C'est en couleur, pareil, j'adore la couleur. Là c'est l'enquêtrice, donc Erika Falk. Enfin elle n'est pas enquêtrice, elle est écrivaine, mais elle va participer aux enquêtes. Donc là c'est 2 enquêtes policières. Le seul défaut que j'ai eu, c'est que, je vous dis, j'ai lu un tome de la saga et il y a beaucoup de détails, beaucoup de secrets, beaucoup de rebondissements. Donc sur 500 pages, c'est facile de le faire. Là, les BD sont un peu courtes, elles font entre 100 et 120 pages, donc c'est un peu plus difficile de tout mettre dedans. Donc il y a forcément des choses qui sont dans le bouquin qui ne sont pas dans la BD. Donc parfois sur les deux, sur la fin, j'ai trouvé la résolution d'enquête un peu rapide, mais ça c'est dû au format. Donc je ne pense pas relire les romans et ne pas forcément lire la suite parce qu'il n'y a que les 3 premières enquêtes qui ont été adaptées. Si par contre vous avez lu les romans de Camilla Läckberg, je pense que ça peut quand même vous plaire parce que ça permet de mettre des images sur des mots et moi je trouve ça toujours chouette. Donc sinon ça date de 2014, donc je pense que c'est facilement trouvable en bibliothèque ou médiathèque. Donc La Princesse des Glaces et Le Tailleur de Pierre. Et Léonie Bischoff, je vous en avais déjà parlé, en fait c'est pour ça aussi que j'ai lu cela, parce que c'est celle qui avait écrit La Mère des Mensonges d'Anaïs Nin, que j'avais trouvé magnifique. Regardez-moi ces dessins en couleur sur la vie d'Anaïs Nin. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers cette autrice. Ensuite, j'ai lu Hugo Hégé dans la peau d'un jeune homo de Hugues Barthes, publié chez La Boîte à Bulles. Avec Hugo, qui est un jeune gay dans les années 90, qui est au lycée, je crois, ou au collège peut-être même, et qui va se rendre compte qu'il n'aime pas les femmes, mais qu'il préfère les hommes. Donc il va se poser plein de questions, on va vraiment être avec Hugo, avec toutes ces questions qui nous assaillent au moment de cette transition et à cet éveil de la sexualité. Donc il va être question de masturbation, d'opinion publique, de comment on va être perçu, de comment faire son coming out. Et ce qui est très intelligent et ce que Hugues Barthes a très bien fait, c'est que il fait intervenir du coup en ami imaginaire de Hugo, un homosexuel des années 1950 et un homosexuel des années 2020. Donc ça a été, je pense, publié assez récemment, de fait. Et du coup, ils vont pouvoir comparer leur expérience d'homosexuel, donc avec comment l'autre l'a vécu dans les années 50, comment lui, il le vit dans les années 2000 et comment on peut le vivre dans les années 2020. Et ce que j'ai trouvé chouette avec cette BD, c'est que ce n'est ni trop idéaliste, ni trop dramatique. On est vraiment dans la nuance, dans le juste milieu. Il n'hésite pas à parler des clichés, des violences, de ce qu'on peut encore subir en 2021, mais il le fait intelligemment et il nous montre que finalement on a déjà fait beaucoup et qu'il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, que d'être agressif tout le temps, d'être dans la revendication coûte que coûte, c'est bien, mais qu'il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a eu des victoires, qu'on peut vivre bien plus librement qu'avant, que le monde et aussi la société en général est plus préparée à accueillir les homosexuels, c'est plus simple de le faire actuellement, et qu'on peut réussir à vivre tous ensemble, peu importe notre orientation sexuelle. Et c'est ce qui me ressort de ce roman, et qu'au final, être gay, c'est pas grave, et c'est pas qui tu es, c'est juste une partie de ta personnalité, autant que tu es blond, que tu habites à Dijon, que tu aimes les fraises, que ta mère est italienne. Vraiment, c'est une partie de toi. Et c'est pas pour autant qu'il faut qu'elle prenne plus de place sur le reste de ton identité. Et au contraire, c'est juste un petit plus, même pas, parce qu'au final, chacun a sa sexualité, peu importe. Donc bref, voilà. Il remet bien l'église au milieu du village, selon moi. Et j'ai envie de le conseiller à toutes les mamans ou papas, toutes les personnes ayant des enfants, qui ont des enfants, qui sont en âge de se poser des questions, et si l'enfant ose poser la question, on peut, à mon avis, lui conseiller ce livre et le laisser le lire tout seul, parce que ça se lit dès 14-15 ans, et donc du coup, ça peut être une bonne lecture à conseiller à un jeune qui se pose des questions. À mon avis, ça permet de ne pas l'enfermer dans une bulle hyper idéaliste, et en même temps, pas dans une société super grave et dramatique sur ce sujet. Et du même auteur, j'ai lu Mes années hétéro, donc de Hugues Barthes, et ce coup-ci ce n'est pas chez La Boîte à Bulles, mais chez Delcourt Ancrage. Et là c'est une biographie en fait qui est le rassemblement de plusieurs témoignages. Il a pris le pli de ne parler que d'un homme, d'une histoire, mais en fait c'est à la base de plusieurs témoignages. Hugues Barthes a rencontré plusieurs homosexuels qui ont longtemps caché leur homosexualité jusqu'à se marier avec une femme pour faire bonne figure et avoir même des enfants.
Et donc là, on va suivre Rémi qui, à 17 ans, a rencontré une fille. Il s'est marié avec elle très jeune. Ils ont eu 2 filles, alors que toute sa vie, il a su qu'il était homosexuel. Il s'est caché. Il avait des relations extra-conjugales avec des hommes pour assouvir ses envies, ses désirs. À, je sais pas, 30 ou 40 ans, ça n'était plus suffisant d'avoir ces relations adultérines, ces 2 vies qui se confrontent constamment. Donc il a fait son coming out à 30-40 ans. Et il est parti, et il a rencontré un homme, et il s'est mis à vivre avec un homme. Et du coup, c'est ce parcours de vie donc, qui doit commencer dans les années 60 et qui se termine après le mariage pour tous, parce qu'on entend parler du mariage pour tous dedans. Et on voit toute cette vie qui nous explique de comment il a dû cacher ses désirs, ses envies, comment il a réussi à mentir, à se faire passer pour un hétéro, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, auprès de sa famille. Et c'était très beau, très doux, en même temps très dur quand on voit tout ce qu'il s'est infligé lui-même pour essayer de rentrer dans une case. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on mette des étiquettes ou qu'on mette les gens dans des cases. Parce que... Et lui, le fait de vouloir à tout prix rentrer dans cette case, ça l'a fait souffrir. Donc que ce soit la case hétéro ou la case homo ou quoi que ce soit, dans les 2 cas, c'est dur. Donc juste soyons nous-mêmes. J'ai également lu California Dreaming de Pénélope Bagieux chez Gallimard. J'ai beaucoup aimé. Alors j'aime bien ce que fait Pénélope Bagieux. Elle a écrit des BD qui s'appellent Culottés, qui sont très connus. Sacrée sorcière de Roald Dahl aussi, qu'elle a mis en image, qui est super beau. J'aime bien cette autrice, enfin j'aime bien cette dessinatrice. Et donc là, elle se confronte à la biographie de Helen Cohen, plus connue sous le nom de Mama Cass, qui est la chanteuse du groupe de pop, je sais pas comment définir cette musique, enfin du groupe The Mamas and the Papas des années 60. Et donc on va être vraiment dans sa vie de petite fille qui a envie de devenir chanteuse, de percer dans le Baltimore un peu provincial et qui va tout faire pour arriver à New York, qui va passer quelques temps à New York et au final qui va se laisser aller dans cette vague des années 60-70 qui est un peu peace and love, on fume, on boit, c'est la fête, etc. Donc elle va pas vraiment réussir à travailler et à percer. Et après au final elle va partir, je crois, sur la côte ouest, où là des choses vont un peu plus s'enchaîner et elle va réussir à devenir l'icône qu'elle est actuellement. On entend les chansons des Mamas et des Papas, cette ambiance années 60-70, c'était super chouette. Helen Cohen, donc Mama Cass, est très attachante, on a envie qu'elle réussisse autant qu'elle, vraiment tout le long de la lecture du roman. Pénélope Bagieux parle également de poids et de surpoids, parce que Helen Cohen était une femme taille plus, et elle nous parle donc de ça dans les années 60, où alors là vraiment, si aujourd'hui les mentalités commencent à s'ouvrir sur le corps, là dans les années 60 c'était pas du tout le cas, et plusieurs fois on lui a dit tu chantes très bien mais trouve quelqu'un de plus mince et de plus blond et de plus beau, et puis là ton groupe ça marchera, mais faut pas que ce soit toi qui soit sur l'affiche, quoi. Donc ça c'était vraiment dur, et on voit que ça la touche, mais qu'elle garde une façade, qu'elle rigole, qu'elle dit non mais c'est pas grave, je vais y arriver, je vais aller voir quelqu'un d'autre, mais que ça la touche quand même finalement, et ce qui est normal. Donc c'était assez dur, mais c'était très, très beau et très bien écrit. Les dessins, moi j'ai un peu moins aimé parce que c'est du noir et blanc, parce que c'est un peu dans le genre esquisse et c'est pas ce que je préfère, mais c'était quand même beau, c'était chouette. Franchement j'ai lu d'une traite, c'est assez gros, mais c'est vraiment très immersif. Et puis y a une histoire d'amour entre elle et un des membres du groupe. C'est vraiment une bonne biographie en bande dessinée de The Mamas and the Papas, enfin de Helen Cohen surtout. Après, j'ai lu également Mondo Reverso de Le Goueflec et Bertaille, publié chez Fluide Glacial. Et là vraiment, j'ai pris mon pied, j'ai rigolé, et en même temps c'est intelligent et il y a un message. Donc c'est 2 westerns, très beau, très très beau, dans un monde où les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Tous les rapports de genre sont inversés. Les bonnes sœurs sont des hommes, les nourrices sont des hommes, les cow-boys et les shérifs sont des femmes, les chefs de tribus indiennes sont des femmes, les femmes de ménage sont des hommes. Vraiment, tout est inversé dans le genre. Et au final, la société est exactement la même, mais c'est super drôle. L'auteur glisse quelques tacles contre la manif pour tous, contre l'homophobie en même temps. C'est sûr que vu ce que je vous en raconte, c'est engagé, donc, mais l'histoire est quand même drôle. En fait, c'est vraiment un western classique avec des
des grands méchants, des shérifs qui courent après les méchants, les Indiens qui s'en mêlent. Donc dans le tome 1, on va suivre cette femme qui est shérif et cet homme qui a quitté sa femme et qui est en cavale parce que du coup toutes les femmes du village le recherchent. Et ils partent en quête d'une potion magique qui peut faire pousser un pénis et que plusieurs femmes essayent de récupérer, de mettre la main dessus. Et franchement c'est très drôle, c'est un peu noir, un peu sombre, un peu cru par moments aussi. On est dans cette ambiance western, voilà. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est pas très long, c'est des courtes BD. Donc dans le tome 2, on va retrouver les deux mêmes personnages, dont leur histoire a un peu évolué. Donc l'homme va devenir un cow-boy et la femme va se faire embaucher dans un cirque pour essayer de retrouver des enfants qui ont été kidnappés par une femme qui veut consommer que des jeunes hommes vierges. Enfin bref, voilà. C'est très drôle, mais en même temps c'est intelligent, c'est un peu trash. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier, donc là c'est ni un roman graphique, ni une BD, je sais pas trop comment le définir. Donc c'est Autre de Maël Naon, publié aux éditions Lapin. Donc là c'est une espèce de petit dictionnaire qui va nous parler d'autisme, d'hypersensibilité, de transgenre, je cherche en même temps parce que j'ai oublié tout ce qu'il aborde, de polyamour, d'asexualité je crois, ou de pansexualité, je ne sais plus. Il parle pas que de sexualité, il va aussi parler des gens qui ressentent le besoin de s'éloigner de leur famille, qui préfèrent vivre seuls ou loin de leur famille, de ceux qui ne trouvent pas leur voie, qui ont du mal à se dire « je veux faire ça dans ma vie, je veux faire tel métier ». Et en fait, à partir de certaines phrases clichés ou critiques qu'on a pu entendre par rapport à ces modes de vie, par rapport à ses orientations sexuelles, dont il fait un espèce de rappel sommaire avant chaque chapitre. Donc là, par exemple, c'est pour ce qui est de l'hypersensibilité. Donc il répertorie les phrases qu'un hypersensible peut entendre dans sa vie. En fait, on peut rien te dire à toi. Oh là là, mais arrête de prendre les choses à cœur. Oui, mais c'est toi aussi, tu ne t'intègres pas. Qu'est-ce que t'es fragile. Drama queen, j'en peux plus, faut toujours prendre des pincettes avec toi. Donc il va faire le rapport de tout ce qu'on peut entendre. Et après, à partir de témoignages recueillis sur son blog, il va mettre en image ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. Donc il met des articles, il intègre à son dessin certains articles qui définissent l'hypersensibilité. Il fait des très beaux dessins et ça dure sur, je sais pas, 5-10 pages. Donc voilà, c'est vraiment sur tous les autres, tous ces gens qu'on peut, par nos phrases, nos mots parfois blesser sans vouloir le faire. Il les met en valeur, il l'explique et ça peut permettre d'éviter de blesser des gens, de faire des fautes et d'être compréhensif. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que son ouvrage est très ouvert à tous. C'est vraiment même quelqu'un qui est pas du tout au fait de notions LGBT ou sur l'hypersensibilité, l'autisme, il peut le prendre en main et même en 5-10 pages comprendre, saisir ce que c'est, qui sont ces personnes. Et il a vraiment une bibliographie immense de sites et d'articles qui permet de se renseigner plus profondément sur ses sexualités et identités. Donc c'est vraiment seulement un beau livre qui est utile, mais un peu trop court et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Vous voyez que vraiment, par exemple, ils prennent toutes les lettres LGBTQIA+, et qu'ils l'expliquent parce qu'il y a des tas de gens qui se sont arrêtés à LGBT et qui connaissent pas le reste, par exemple. Et par contre, moi, ouais, j'ai beaucoup aimé quand il parlait d'hypersensibilité parce que je suis pas vraiment au fait et c'est vrai que ce sont des mots qu'on entend beaucoup ces derniers temps, qu'on retrouve de plus en plus dans les romans. Juste titre ou non, parfois, je vous laisse juger, mais donc on n'a pas forcément le recul nécessaire ou les connaissances nécessaires pour les aborder et pour en parler, et donc ça peut permettre d'aider le discours et la cause. Voilà, donc je termine en étant totalement flou, en buvant la fin de mon thé qui est totalement froid. Je vais essayer de trouver les liens des livres et les mettre en barre d'infos, comme ça si certains ont l'air de vous plaire, vous pourrez peut-être vous renseigner un peu plus, parce que pour ce qui est de l'histoire, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu rapide sur certains bouquins. Donc je vais faire ça. Si vous avez des idées d'amélioration sur ces vidéos, je vous invite à me les donner en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, vous abonner, la partager. Et comme toujours, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.